think that we should start our afternoon session. Welcome back, everybody. I hope you had a good little short break, but always revigorating. Because we have far from finished our agenda, we're going now to touch upon the very important dimension of the implications for children, as well as into adulthood, when the child's right to identity is contravened, and what are the preventative measures which ought to be taken. And I would like to invite the first speaker of this afternoon, my former colleague, Professor Dainius Pouras, former colleague when we were both members, special rapporteurs, Professor Pouras on the right to physical and mental health, very relevant in this context. And I was a special rapporteur on the sale and sexual exploitation of children. But Professor Pouras is also a former member of the CRC, so he has a lot of luggage and know-how to address us on this matter. And I would like to ask him to explore with us the potential mental health issues arising from being born from anonymous gametes and born through surrogacy. Before I give the floor to Professor Dainius Pouras, I would like to ask all the participants who are online to avoid occupying the chat box space when there is a French speaker who has the floor. This morning, when Professor Nizan answered my question, I had to summarize it in English because the chat box space was occupied. So I would invite you also, because you might be interested in more in listening to what the speaker has to say, avoid using this chat box when somebody, a speaker has the floor. It will facilitate our work considerably. So having said that, Dainius, you have the floor. Thank you, Maud, and I thank organizers for this opportunity to be back in Geneva and to be part of this very, very inspiring meeting. And I think that I will complicate this complicated issue even more because mental health is also emerging as a not new field, but as a new priority. So intersections of human rights of the child, of all these advances and risks of technologies and mental health really raise more questions, and I will share some insights from my experience first in let's say sub-region of Eastern Central Europe, then CRC, and being special rapporteur, but also being with mental health and especially child mental health. Not to repeat the things on which we agree, it's about basic principles of human rights, including human rights of the child, as a compass. And we have to remind, especially to others, that these are very good principles. And I like many articles, but especially Article 6, right to life, survival, and what I understand by holistic development. And in some reports, I raised this, that this is not a luxury to invest in emotional, social, cultural development of child, but many stakeholders still think that maybe it's a luxury, so-called soft things. And it's, I think, quite a big mistake. And I think it's relevant to the theme of today's meeting, because the right to know your origins, right to know the truth, and right to child's identity is essential for, say, healthy, holistic development. And later I will come to more to tell about that. Happily, mental health is now
starts to use this holistic concept and not so much biomedical paradigm as it was. So also we need to learn lessons from other previous challenges. They were mentioned already today. When we speak about each discovery, it's always two sides, pro and contra, and good balancing is needed. Again, human rights-based approach is very useful for this. Role of family and parents, yes, family is crucial, but most violations of human rights occur in families. And I remember when in CRC we were working quite dramatically on general comment on right to be free from any form of violence. And unfortunately, as we know, there is now, for last decade, there is globally proliferation of so-called traditional family values concept, which is threatening to healthy development of child, of course, to women also, but we're speaking about children today. So lessons learned from my experience, or massive institutionalization of children in Eastern Europe. Fortunately, it is more past than present, but still we have to know this was done with good intentions, to protect children, to give them food, clothing. This is important. Civil rights, freedom was not so important. So this is why decision was made that state can be better mother or better parent, and the consequences were quite grave. For me, very painful is development of these narratives about baby boxes, because again, I know more about my region or sub-region in many countries, including my country. There is full support for baby boxes as wonderful idea, bipartisan, and then church and everybody tells such a nice idea. And when you tell contra arguments, including that the child will never know origins, this is not accepted as serious argument. And of course, lessons learned from adoption stories, national, international. What Olga raised in previous session, I fully agree. We are from same or similar region, and I have also a lot of painful experiences of this legacy of hiding the truth, as the way of making people happy. So the less people know, the more happy they are. This is the idea of totalitarian regimes. And as a future medical doctor in medical school, I was taught by professors, of course, also to lie to patients, because it's not good to tell diagnosis, especially severe diagnosis, and also to parents of sick children. If sickness is mild, you can tell, but if it is not mild, you have to lie. So this was again done with good intentions, but we have to understand the roots of this phenomena. So when we move to assistive reproductive technologies and surrogacy, I am happy to see it today and reading while preparing how many good guidelines are emerging, and they were mentioned today. I will not repeat. And with the main direction that children or persons should be informed about their different origins, and should be the different identities should be supported. I mean, different can be genetic, biological, and can be social, occupational, and many other elements of identity.
Of course, it depends what you read, yes, as always, especially now with Google and so on. So yes, there are studies that show absence of major risks for development of children born through ART and surrogacy. Well, it may be understandable because these children are raised in caring families and so on, and there are positive issues. But we should not, this does not mean that we should end the meeting now and tell, oh, everything is okay. No, there are a lot of challenges, and in real life, the right of children to identity, as we know, are violated very often. And of course, this is a hypothesis. I don't know how to do research on this, but I should say this may have harmful impact to mental health in this broad understanding. Not that it produces some mental disorder, but it violates the right to mental health and emotional well-being as holistic concept, as harmonious personality and so on. So this is why, and as we know, children born out of assisted reproductive technologies may be prevented from establishing their nationality or parentage if these technologies are prohibited, and other side, if they are not prohibited, they are prevented from access to information about their origins. This is a huge theme, of course. We may discuss later about this secrecy versus openness, and I join other speakers that hiding the truth just it's against the rights, but also it sooner or later it has a price, and we have to understand this. So for me, the question is not whether to inform the person, the question is how, when to inform, and these are very important details, of course, and this needs counseling and so on. One interesting thing I found in literature that it is better situation with children who are in live in homosexual couples, because for obvious reason, because already in the age of 3, 4, perhaps this child will raise question, yes, and the answer will follow in child-appropriate manner. While heterosexual couples, they hide the truth. So, of course, if I give this argument in my sub-region, the discussion will be over, yes, because of homophobic context. So this is a problem. I will give this example as good example, yes, but it will be used. So you want to give children to homosexual people? End of discussion, unfortunately. So now, what some words about these changes. I am very happy about these changes globally about mental health, and I contributed also with my reports as special rapporteur. Good mental health is not just about absence of mental disorder, not anymore, and the WHO tells this very, very clearly. This is more about healthy, holistic, emotional, social, cultural development. And after 4 decades of all this story, very dramatic. I'm showing pendulum. Yes, if you see story of mental health care, it was moving all the time like pendulum from brainless mind to mindless brain. Yes, it was like era of psychoanalysis changed by era of Prozac. So the last 44 decades were very strong dominance of biomedical model, and people, especially medical people, want to find markers. Yes, they want to find markers and to prove that mental health care is like cardiology or oncology or something like that. So no single marker was found, and now the discourse is moving to enabling and supporting environments as basic social determinants for mental health, starting from early childhood, this adverse childhood experiences, toxic stress, and now it's back to psychosocial factors being very, very important. Of course, what is happening in family, but also in community and society, in all settings.
relationships, I should say, should be respectful. And there is one thing is when you deal with infants who are rights holders, as we know, and citizens. There are some very important issues, but then evolving capacities, and when you move to adolescence, then you have to be ready for any question raised by adolescent, and then you have to decide as parents, as teachers, as state, are you in respectful relationships with children, which means do you continue lying or do you inform as it is? So it is all about protection, but with evolving capacities, not overprotect, because people will tell, how can we tell to him or her such a, uncomfortable truth? Maybe let's protect, but then you start to overprotect and hide the truth from the person. It's about the search of identity, about autonomy, about trust, and the way to control your own life. So this is what now is understanding of good mental health, and not how to fix disorders, what was the idea for last 40 years. And the quality of relationships should be based on mutual trust and respect. So here I see how relevant are these modern concepts of mental health, moving to demedicalization, reasonable demedicalization, depathologization, to this holistic understanding. And I think this is very relevant to theme of our symposium. So when we speak about possible effects, especially negative effects, if any, from RT and surrogacy, so I leave this other theme, which is about physical health, about like some genetic things, maybe not informed because of anonymity and secrecy. So this is other important theme. But the problem is about early childhood, how these attachment issues after surrogacy pregnancy are managed, including breastfeeding, which is important not just as feeding, but as a bonding, and yes, and then impact of donor anonymity and secrecy, and again on mental health and broad understanding, which is about identity, relationships, and personal development. And for me, always the main, we always need to listen to people who are who know best, and these are donor-conceived persons. And at least from literature, what I read, donor-conceived persons believe that access to their donor's identity is a fundamental aspect of their identity building. So for me, it's a very powerful argument. I'm happy that in all mental health care, finally, there is no monopoly anymore of psychiatrists, and experts by lived experience are now experts. So this should be in each field. And to conclude, I am convinced that safeguards are needed to ensure all human rights of children were protected. Children are protected who are born from ART surrogacy, not only because human rights should be protected, but also because in this way we protect and promote their mental health and emotional well-being. Thank you. Thank you. Thank you very much, Dainius, for having enlightened us really about how the whole concept of mental health has evolved over time, not in the last place, thanks to your substantial contributions in your reports to the Human Rights Council and the General Assembly. We understand more clearly, I think, now how this having information about origins is part of the emotional well-being of a child, and that the whole holistic approach to mental health
obviously shows that this must include also information about identity and affects also the quality of the relationships within the family. So thank you so much. And you ended with the remark that it was absolutely crucial to listen to those who are donor conceived and how they perceive this need and at what point in time. And I think that is now a perfect moment for us to move to the next speaker, who is Arthur Kermal-Dezen. I hope I pronounce your name correctly. I will let you speak immediately because I have nothing to add. We would really like to listen to your own experience and how you perceive the need to know your origins, given your personal circumstances. You have the floor, Arthur. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Je fais partie de la première génération de personnes conçues par don de gamètes en France. En 2006, personne n'avait témoigné publiquement à visage découvert en Europe sur le besoin de connaître ses origines. J'ai aussi eu la chance d'être le premier à avoir retrouvé, grâce à un test ADN, le donneur de gamètes à l'origine de ma conception, fin 2017. Je témoigne dans un livre qui s'appelle Le Fils, aux éditions de l'Iconoclaste. Le procédé pour retrouver mon donneur est simplissime. Il suffit de commander un test ADN sur Internet. Il m'a coûté environ 100 € et je l'ai reçu en 2 jours. Il nous est demandé de cracher de la salive dans un tube et 3 semaines plus tard, les résultats s'affichent sur l'interface du site web. La société 23andMe International propose que mon ADN soit comparé à celui de tous les autres utilisateurs du site. Je découvre le profil de Laura, une londonienne avec qui je partage 6% d'ADN. Je la contacte immédiatement. Je trouve son profil sur LinkedIn. On s'appelle le soir même et elle me dit tout de suite comprendre mon besoin de connaître l'identité de mon donneur. Elle répète plusieurs fois, c'est la base, c'est la base. Elle ignorait qu'un des membres de sa famille était donneur et cela l'amuse. Le lendemain matin, donc 12 heures après l'avoir eu au téléphone, elle m'envoie un message sur lequel on peut lire « Je sais qui est ton père biologique, appelle-moi ». Pardon, je me revois en train de lire le message. J'avais un prénom et un nom. À partir de là, l'enquête pouvait commencer. Je trouve son adresse par déduction et grâce à certains sites web qui permettent de retrouver également ceux qui se trouvent sur liste rouge, car c'était son cas, Laura m'avait dit que sa famille vivait dans Lyon. Je me suis donc mis à chercher mon donneur dans les environs de Lyon. Ensuite, il a fallu élaborer une technique d'approche, mais ça, c'est une autre histoire. Il faut lire le livre pour la connaître. J'avais enfin retrouvé mon donneur, mais je n'avais toujours pas de photo de lui, à part une que Laura m'avait envoyée de lui à l'âge de 10 ans. Je trépignais, j'étais frustré. J'ai toujours su que mes 2 sœurs et moi avions été conçus avec 3 donneurs différents. Nous avons quand même vécu une forme de secret car nos parents nous interdisaient d'en parler à l'extérieur de la famille pour nous protéger, disait-il. En effet, ma mère avait peur qu'on nous prenne pour des martiens. Depuis mon plus jeune âge, je me penche sur cette question. J'ai mal vécu le fait d'être placé de plusieurs façons dans des situations de nécessité. En effet, ignorer mes antécédents familiaux m'a mis dans une situation d'abord de nécessité médicale. En effet, c'était très compliqué de répondre à la question des antécédents médicaux. Je découvrirai d'ailleurs plus tard que mon donneur est porteur d'une anomalie génétique grave qui entraîne des hémorragies, des embolies pulmonaires, etc. et des phlébites. Et donc, on peut en mourir. Il s'agit aussi d'une question de santé publique, car le fait de ne pas savoir de quelle famille génétique je proviens peut accroître le risque de consanguinité. Combien de fois, enfin pas tant de fois que ça, me suis-je fait cette réflexion? J'espère que cette fille n'est pas ma sœur ou une cousine proche. J'ai un petit peu modifié le texte. Je me suis également senti placé en situation de nécessité existentielle, car répondre à la question des origines est une question philosophique majeure et très encombrante pour qui veut se la poser. Ne sommes-nous pas tous déjà traversés par la question des origines de la vie?
Faut-il rajouter des questionnements aux questionnements? J'ai été personnellement très angoissé par le vide abyssal dans lequel nous avons été laissés. La France intervient d'ailleurs auprès de femmes qui demandent à pouvoir accoucher dans le secret, car elles se trouvent dans une situation de nécessité financière, sociale, familiale, etc. Elles le sont à un moment donné. Une fois l'accouchement dans le secret effectué, leur état de nécessité cesse. Pour les enfants, l'anonymat de leur origine est ad vitam aeternam. C'est profondément injuste. Alors pourquoi nous avons créé l'association Origine? Elle a pour objectif de contribuer au débat public de manière constructive avec un positionnement clairement progressiste. En effet, nous nous fixons comme cap d'améliorer les choses tant sur le plan humain que technique. Notre méthode consiste à systématiquement proposer une solution législative réaliste. C'est plus facile quand on a une femme juriste. En effet, nous avons constaté que sur les sujets de bioéthique, c'est un peu comme pour la psychanalyse. Quand on parle de bioéthique ou de psychanalyse, on parle sans le savoir, en fait, beaucoup de soi. Cela contribue à tendre les sujets. En 15 ans de combat, nous avons entendu beaucoup de propos radicaux, et c'est un euphémisme. Nous avions placé beaucoup d'espoir dans la révision de la loi de bioéthique votée dernièrement. Même si elle comporte d'importantes avancées, nous devons reconnaître que cette révision est loin d'être suffisante. J'irais même jusqu'à dire qu'elle pourrait ne pas empêcher une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme dans le recours d'Audrey, dont elle vous parlera tout à l'heure. Nous demandions depuis plusieurs années que tout futur donneur s'engage à être identifiable. Ça sera désormais le cas. Il était très important pour nous que les anciens donneurs puissent être interrogés en cas de demande d'une personne issue de son don en quête d'identité, donc qui était conçue avant la loi, je précise. Nous avons été entendus sur ce point et c'est une belle victoire car nous l'avons obtenu in extremis. Toutefois, ces anciens donneurs ne sauront pas à l'avance à qui ils disent oui ou non. Ils ne connaîtront ni l'état d'esprit des personnes issues de leur don, ni même leur nombre. Nous aurions aimé un système qui permette aux anciens donneurs de prendre une décision plus éclairée et qui aurait permis à ceux qui refuseraient dans un premier temps de lever leur anonymat, de pouvoir changer d'avis après avoir pris le temps de faire connaissance de manière anonyme et de s'inscrire dans une vraie réflexion. Nous aurions également souhaité un système plus ouvert, afin que ces anciens donneurs ne soient pas confrontés à un choix binaire, soit accepter de révéler leur identité, soit ne pouvoir transmettre aucune information, mis à part celle non identifiante recueillie dans les dossiers il y a plusieurs années et donc bien souvent obsolète. Un donneur qui serait tombé malade des années après son don devra impérativement faire connaître son identité s'il souhaite transmettre cette information aux personnes issues de son don. Avec la plateforme de mise en relation anonyme que nous proposions, un donneur aurait pu choisir de rester anonyme, au moins dans un premier temps, et souhaiter faire connaître à minima ses antécédents médicaux actualisés. Il aurait surtout pu prendre le temps de faire connaissance de manière anonyme avec la personne issue de son don pour éventuellement changer d'avis et accepter de la rencontrer ensuite. Cette plateforme de mise en relation aurait permis à chacun de prendre le temps de faire connaissance de manière progressive, ce qui peut être souhaité tant par le donneur que par la personne issue de son don. Certains anciens donneurs ont peur de la levée de leur anonymat. C'est à cela que la plateforme aurait pu convenir le plus. Nous n'avons pas été entendus sur ce point. Cela est d'autant plus regrettable que les donneurs anciens ou futurs régimes n'auront toujours pas le droit de savoir combien de personnes sont nées de leurs dons et les parents ayant eu recours aux dons n'auront toujours aucune information sur les donneurs, pas même leurs antécédents médicaux, alors qu'il en va pourtant de la bonne prise en charge médicale de leur enfant. Nous aurions aimé que les personnes issues d'un don puissent obtenir pendant leur minorité des informations sur leurs donneurs si elles en éprouvaient le besoin avant 18 ans. Cela aurait été possible via la plateforme de mise en relation anonyme que nous proposions. Nous regrettons aussi beaucoup que rien n'ait été prévu pour les donneurs ancien régime qui sont décédés. Les personnes issues de leurs dons n'auront toujours légalement aucun droit d'accès à la connaissance de leurs origines, c'est donc la double peine. Cela pose la question de la conformité de la législation française avec la Convention européenne des droits de l'homme. En outre, rien n'a été mis en place pour permettre d'identifier des siblings, c'est-à-dire des personnes issues du même donneur. Enfin, rien n'a été fait pour reconnaître le rôle prépondérant des tests ADN
C'est dommage car c'est actuellement par ce procédé illégal que les personnes retrouvent leur donneur décédé ou non. Je vous remercie. Thank you very much, Arthur, for sharing with us your personal experience and also your personal views, which you have expressed when the legislation in France was in the process of being changed, and the shortcomings which you feel are really very serious. And these are issues which we must equally take into consideration when we discuss the rights of children in this respect, because of the impediments which can arise, like the death of the former donor and the health implications of not knowing who is the person who provided the genetic material. You have referred to Audrey in your presentation, who is a lawyer and who will definitely have a lot of information to share with us also, based on her own experience, which she has also brought to the attention of the European Court of Human Rights. And we would very much like to hear from you, Audrey, what is the basis of your complaint, and what you expect to happen, and what are your expectations, and how you feel about the idea of having access or not having access to information about your real identity. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. On est ravis d'être avec vous à Genève et avec vous à distance. Avant de commencer mon propos, je voudrais dire une chose qui est pour moi très importante. Arthur et moi, nous sommes très favorables à la procréation médicalement assistée. Tout simplement parce que sans cette technique, nous ne serions pas là aujourd'hui. Nos parents n'auraient jamais pu avoir d'enfants et ils sont ravis d'avoir pu avoir des enfants par ce biais-là. En revanche, nous pensons qu'à l'époque où les pionniers ont commencé cette technique, ils ont pensé aux parents, ils ont pensé au bébé, mais ils n'ont pas forcément pensé à l'adulte qui allait advenir. Et du coup, ce qu'on essaye de faire au sein de l'association Origine, c'est de témoigner. Et tout notre combat depuis bientôt 15 ans pour Arthur, 12 ans pour moi, c'est de témoigner de notre expérience pour que les gens puissent éventuellement rendre ça plus équilibré en termes de prise en compte des intérêts de chacun. Moi, j'ai choisi de me spécialiser en droit de la bioéthique à l'âge de 23 ans et à cette époque-là, j'ignorais totalement que j'en étais l'un des premiers produits. Je suis devenue avocate et 6 ans plus tard, mes parents nous ont convoqués, mon frère et moi, et nous ont appris notre mode de conception avec un donneur. Donc, nous savions jusqu'à ce moment-là, jusqu'à presque 30 ans, je pensais que j'avais un père, une mère. Eh bien, j'ai un père, une mère et un donneur. Et mon donneur n'est pas mon père, c'est mon géniteur, mais ce n'est pas quelqu'un que je considère comme étant mon père. Et juridiquement, ça ne sera jamais mon père et c'est très bien ainsi. Donc, il n'y aura jamais de question d'héritage, de filiation. En revanche, j'estime avoir le droit de connaître qui m'a donné la vie. Ma première réaction lorsqu'on m'a dévoilé mon mode de conception, c'était de la colère. J'ai eu un sentiment de trahison. Pourquoi m'avoir menti, surtout sur un élément aussi important, ma venue au monde? Et alors, mes parents m'ont expliqué qu'en fait, à l'époque de ma conception, dans les années 70, quand les premières banques de sperme ont été légalisées, enfin, pas légalisées, parce que la première loi date de 1994, mais lorsqu'elles ont ouvert leurs portes au sein des hôpitaux publics français, le conseil que prodiguaient les médecins à l'époque, c'était de ne jamais révéler à l'enfant son mode de conception. Et c'est la raison pour laquelle on choisissait un donneur qui ressemblait aux membres stériles du couple. Donc, même couleur des yeux, même couleur des cheveux, même taille, même poids et même groupe sanguin aussi, pour que l'enfant, en cours de biologie, lorsqu'on apprend comment se transmettent les groupes et les résus sanguins, ne s'aperçoive pas qu'il n'est pas le fruit biologique de ses deux parents. Et ce système est encore pratiqué à la demande des parents qui souhaiteraient ne pas révéler à leur enfant son mode de conception. Donc voilà, tout le monde était d'accord pour le secret et mes parents avaient fait un pacte. Sauf que vous savez ce que c'est, les secrets de famille, ça transpire et un enfant capte même ce qui n'est pas dit.
Moi, quand j'ai choisi de me spécialiser en droit de la bioéthique, j'ai échangé régulièrement avec ma mère sur le sujet. J'ai même fait des exposés sur la procréation médicalement assistée avec tiers donneur. Donc, j'imagine que pour elle, ça devait être l'enfer. Mais moi, je ne me doutais pas du tout à l'époque. J'avais imaginé que j'avais pu être adoptée, mais je ne me doutais pas du tout. Mon père ne voulait pas. Il a donné son accord pour que cette révélation nous soit faite lorsqu'on était suffisamment installés, mon frère et moi, affectivement, professionnellement, parce qu'il craignait que ce soit déstabilisant. Et effectivement, ça a été très déstabilisant parce qu'en fait, j'ai eu le sentiment que l'histoire sur laquelle je m'étais construite, mon père et mon donneur, cette histoire-là, cette porte était fermée. Mais la deuxième histoire, celle qui s'ouvre sur l'information qu'on vient de me donner, tu es issu d'un donneur, elle est fermée à double tour. Donc, je me retrouve dans un sas avec des questions en suspens et c'est comme si le temps était suspendu depuis ce moment-là. Et au début, donc, je connaissais le droit de la bioéthique assez bien, puisque j'en avais fait ma spécialité. Seulement, il date des premières lois en France de 1994, c'est-à-dire, moi j'avais 14 ans, donc à l'époque de ma conception, il n'y avait aucune loi. Il n'y avait pas de limite, par exemple, au nombre d'enfants qu'on pouvait faire avec un même donneur, en tout cas dans la loi. Donc, j'ai commencé à mener l'enquête sur ce qui se faisait à l'époque. C'est ce qui m'a conduite à écrire un livre qui s'appelle « Mes origines, une affaire d'État ». Et j'ai appris notamment qu'à la banque de sperme où j'ai été conçue, l'hôpital Necker, les donneurs étaient rémunérés et il y avait même des professionnels du don. Donc là, j'ai commencé à me demander combien je pouvais avoir de demi-frères et sœurs dans la nature. Et en parallèle, donc, j'ai contacté Arthur, dont j'avais lu l'histoire, puisque c'est le premier à avoir témoigné en Europe sur le besoin de connaître ses origines. Et je l'ai rencontré dans une association, et dès qu'on s'est rencontrés, on a eu tout de suite un coup de foudre. Sauf qu'on s'est posé plein de questions. Est-ce que nous ne pourrions pas être issus du même donneur, finalement ? Le matin, je m'étais rendue, moi, à la banque de sperme qui conserve le dossier de mon donneur. Et j'avais demandé simplement si mon frère et moi, avec lequel j'ai été élevée, est-ce que nous avons été conçus avec le même donneur. Et on m'a dit, on ne peut rien vous dire, c'est anonyme. Je dis, mais en quoi ça me permettrait de savoir qui c'est ? Je vous demande juste si on a le même géniteur. On m'a dit, oui, mais le principe d'anonymat à la française, ça couvre tout type d'informations, quelles qu'elles soient, identifiantes ou non identifiantes, et même qui ne concerne pas forcément le donneur. Donc, après ce refus, j'ai décidé d'engager des démarches judiciaires. Je me suis dit, finalement, c'est tombé sur moi. Je suis avocate en bioéthique et voilà. Donc, je connais un petit peu la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais j'ai quand même voulu d'abord saisir le juge français. Et donc, j'ai demandé, est-ce que mon frère et moi, nous avons été conçus avec le même donneur ? A priori, le principe d'anonymat ne couvre pas ça. Donc, normalement, je devrais pouvoir avoir accès à cette information. Pouvez-vous me donner des éléments non identifiants sur ma conception, par exemple, combien de fois mon donneur a donné pour que je puisse évaluer si le nombre de mes demi-frères et sœurs se compte sur les doigts d'une main ou est-ce qu'il se compte en dizaines, voire en centaines ? Quel âge avait-il ? Est-ce qu'il est encore vivant ? Est-ce que j'ai une chance de le croiser dans la rue, dans le métro ? Quelques éléments non identifiants. Et puis surtout, posez-lui la question à lui, puisque le principe d'anonymat d'ordre public a été inscrit dans la loi en 1994 quand j'avais 14 ans. Posez-lui la question, est-ce que lui, il souhaite rester anonyme à mon égard ou est-ce que maintenant que je suis adulte et qu'il sait qu'il n'y aura jamais d'établissement de lien de filiation, jamais de problème d'héritage, et qu'il ne serait pas d'accord, en fait, finalement, pour que son identité me soit dévoilée. J'étais persuadée d'obtenir gain de cause compte tenu du caractère modéré de mes demandes qui, justement, voulaient ménager un juste équilibre. Je précise que mes parents avaient témoigné à l'audience, ils étaient d'accord pour que j'ai accès à toutes ces informations. Bref, eh bien, j'ai perdu en premier instant. J'ai perdu en appel et j'ai perdu devant le Conseil d'État. La seule chose que j'ai obtenue, c'est un papier me certifiant que j'ai bien été conçue avec un don de gamètes à l'hôpital Necker. Pourtant, avec Arthur, nous nous sommes fiancés en cours de procédure. Et devant la cour administrative d'appel de Versailles, 3 semaines avant notre mariage, nous les implorions, dites-nous au moins s'ils font la même taille, je ne sais pas moi, s'ils sont nés la même année. On veut savoir si c'est la même personne, si on encourt un risque de consanguinité parce qu'on veut se marier. On est amoureux. Moi, je n'ai pas le temps d'attendre que ma requête soit tranchée par la Cour européenne des droits de l'homme. Je ne pourrais pas faire d'enfant à ce moment-là. Et je ne pensais pas que ça prendrait tant de temps, mais ça prend finalement encore plus de temps que prévu. Eh bien, ça a été refusé. Et donc, on a quand même fait le choix de se marier.
lorsque j'étais enceinte de notre premier enfant, 3 semaines avant sa naissance, ma gynécologue a accepté d'interroger les 2 banques de sperme où nous avons été conçus, Arthur et moi. Et on a réussi à obtenir l'information 3 semaines avant la naissance de mon premier enfant qu'a priori, ils ne sont pas nés la même année et ils ne font pas la même taille. Donc, ça ne devrait pas être la même personne. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'en 2000, donc Esteban est né en 2014, comme un bouchon de champagne, et on était hyper soulagés. Sauf qu'en 2015, le Conseil d'État va juger dans ma requête que jamais je n'aurais dû avoir accès à cette information-là, que seul le médecin a accès à cette information sans qu'il ait la possibilité de la transmettre à la personne issue d'un don de gamètes, puisque cette personne-là n'est pas au titre des personnes qui peuvent accéder à ces données non identifiantes. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai saisi la Cour européenne des droits de l'homme, que j'ai saisie depuis avril 2016, quand même, ça fait presque 5 ans et demi. Donc, on peut se poser la question au regard du droit au procès équitable. Donc, je l'ai saisie sur le fondement de l'article 8, le droit au respect de la vie privée, qui inclut, d'après la jurisprudence de la Cour, le droit de connaître l'identité de ses géniteurs et de connaître les circonstances de sa naissance, de sa venue au monde, parce que ça participe à la construction d'identité personnelle. Voilà ce que dit la jurisprudence de la Cour. Cette requête sera vraisemblablement examinée en même temps que celle de Clément, dont j'ai été l'avocate, parce que lorsque j'ai lancé cette démarche judiciaire, j'ai aussi proposé à d'autres personnes au sein de mon association d'être leur avocate. Et parmi elles, il y avait Sophie. Et figurez-vous que lorsqu'Arthur a fait son test ADN, en fait, on était 10 après 7 ans de démarche judiciaire infructueuse. Et bien, parmi les 10, il y avait également Sophie, dont j'avais été l'avocate 7 ans plus tôt. Et bien, Sophie s'est avérée être ma demi-sœur. Donc, c'était autrefois ma cliente. On a plaidé ensemble. Et la première réaction, elle me dit « Mais tu crois qu'ils savaient au tribunal ?» Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est très étrange pour nous de se dire que des gens étaient dépositaires d'une information aussi intime sur nous. Et voilà. Donc, j'avais refusé, moi, pendant des années de recourir à un test ADN parce que je ne voulais pas me placer dans l'illégalité. J'étais persuadée d'obtenir gain de cause. J'avais peur de l'utilisation que pourraient faire les firmes étrangères de mon ADN, et parce qu'en France, le fait de procéder à un test ADN à des fins de recherche de ses origines, c'est puni, c'est dans le code pénal. Mais finalement, les seules informations que j'ai eues, la confirmation qu'Arthur et moi, nous ne sommes pas du même donneur, le fait que Sophie soit ma demi-sœur, que son frère soit mon demi-frère aussi, et que le frère avec lequel j'ai été élevée soit bien mon frère biologique à 100%, puisque nous avons la même mère et le même donneur. Toutes ces informations-là, les seules, je les ai obtenues via un test ADN, donc via un procédé illégal en France. Donc j'espère que la Cour européenne des droits de l'homme reconnaîtra qu'en m'imposant a posteriori, de manière rétroactive, un anonymat d'ordre public qui a été voté 14 ans après ma conception, en refusant d'interroger mon donneur et de recueillir son avis finalement, puisque c'est lui que ça concerne au premier chef, et de me donner la moindre information sur mes demi-frères et sœurs biologiques, eh bien la France a probablement violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, peut-être même l'article 14 qui interdit les discriminations. Merci beaucoup, Audrey, pour votre exposé fascinant sur votre parcours et votre courage d'aller jusqu'au bout du problème qui vous concerne, qui vous affecte directement et qui aboutira, j'espère, dans un temps pas trop éloigné, à une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. It has been really a privilege for us to listen to you and to hear about your perseverance in pursuing all the legal avenues at your disposal with very reasonable questions. And it's my sincere hope that you will soon get the answer which you hope and expect from the European Court of Human Rights, which will obviously also have implication for other persons and not just yourself. So after these very important contributions from two persons who have lived and who are living still today the consequences of the anonymity of their, at the time, at least for a certain time, of their donor, I would like to move on now to invite Dr. Elena Brodiala,
who is a postdoctoral researcher at the University of Zurich, who will explain to us her research, which is relevant in this context. Her research project, which is in particular to the extent that it relates to her work with people conceived through ART. So I would like to give you the floor, and you have the floor. Yeah, thank you very much. And thank you very much for inviting me to talk about our research that we hope it would lay the basis of different policy recommendations, particularly in Switzerland. And I will just share my screen. I hope my internet is fine. Okay, 1 second. Okay. 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 So to start with, I would briefly want to talk about our research project at the University of Zurich. It's a project that started recently, so it only started in January this year and will last for 8 years. Overall, the project seeks to understand and provide policy guidance on the societal impact and legal challenges of rapidly changing medical technology in the field of human reproduction. The focus is on Switzerland, but we are also interested in comparative perspectives, and we are looking at other countries, including France or the United Kingdom. And we also keep an eye on what's happening at the international level, not least the European Court of Human Rights, as the previous speaker mentioned. The project is very interdisciplinary, and this is what we hope makes it unique. It's hosted by the law faculty, but the inquiry basically also includes psychology, sociology, medicine, theology, economics, philosophy, and IT. We also have a data center in the project, which stands as an information and discussion hub meant to foster interdisciplinarity. And this enables the researchers that are involved in the project to collaborate and make demands to share information and data. And last but not least, is led by Professor Andrea Büchler, who is a specialist on assisted reproduction technologies and law, and who also presides the National Advisory Committee on Biomedical Ethics in Switzerland. And talking a little bit about our research agenda on the topics of today's seminar, this mostly revolves around the situation of donor-conceived persons. And we have several areas of inquiry on donor-conceived persons and their identity. And I think the connection to the identity of donor-conceived person is quite self-explanatory, so I will not get into much details. But the areas of inquiry we plan to look at regard experiences regarding disclosure, as you have heard earlier from our previous speakers. And here we are interested, for example, at the age of disclosure, modalities, what happened after, how this affect their sense of identity, and so on. We are also very interested in better understanding how donor-conceived persons relate to the donor, and what are the terms to use when referring to this person, whether there was any contact relationship, and so on. Of course, we are also interested in the quality of the relationship with intending parents and eventual siblings. So obviously, what was discussed today already, the perception of the concept of family. We are also interested to discuss with them, and particular because we do want to formulate policy recommendations on how donor-conceived persons perceive what is the best way to promote their interest. How do they assess the social and psychological support that is available to them, but also the legal framework more broadly. And of course, last but not least, we also plan to look at other questions regarding how new assisted reproductive technologies changes the way we think about children's right to identity. And I'm not going to get into much depth, but just to give one example, if gene editing would really become a reality, I think there is a broader question on whether children whose genes have been edited have a right to know, and in which way, and so on.
And in case you're wondering how we are planning to research what I just presented, we have 2 phases of research. So one is qualitative research, and this is in a sub-project which is titled Ethnography of Human Reproduction. And here we plan to conduct a series of interviews with donor-conceived persons, and we will do this mostly in the German-speaking part of Switzerland, Germany, and Austria. And this was basically selected due to the fact that the team of researchers is German-speaking, and we believe it's extremely important when analyzing interviews to properly grasp the language. And when it comes to interviews, of course, this is not what a representative sample. So that means we won't be able to generalize the findings, but we plan through this way of inquiry to generate some research hypotheses to test through what we call quantitative research, so that is surveys. And we hope to have these interviews done by the end of this year. And I take this opportunity to ask those of you who are following, if anyone is a German-speaking donor, conceived person, and it's interested to participate in the study, to please contact my colleague, Daniel. I'm aware there is not enough time to maybe copy the email address, but the slides are going to be on the website of the Child Identity Protection. And after conducting the interviews, we are also planning a nationwide survey in Switzerland, and the survey actually is much broader, so it's not only on donor-conceived persons. It covers really all the experiences of those using assisted reproductive technologies, but also naturally of those being conceived through assisted reproduction technologies. This should be a representative sample, so we hope we would have some more general findings. We hope to run a similar survey in Germany, and we also hope in this part of the research to reach out to certain subgroups from which we could find interesting insights on the topic. And we are hoping to reach to same-sex couples, individuals who use different ARTs, like, for example, surrogacy, which you might know in Switzerland, it's prohibited by the constitution, and naturally to donor-conceived children. And we hope to have our results by the end of 2022. And I do very much want to invite you to follow us on Twitter and follow our website, where we are going to have the findings of our research that would touch upon the topic of this event. And I also very much hope to get any suggestions from you in terms of research. So as mentioned, we are still at the beginning, so we are still reframing the question. So if you feel like there was anything missing in particular, please do let me know. Thank you very much, and I look forward for a fruitful discussion. Thank you very much, Elena, for having presented to us the scope of your very important research. I think research in this area is definitely needed. More research on which we can rely to support our work. Those who wish to ensure that children's rights are respected with these practices, and in particular the right to identity. We are really looking forward to see the outcome of your research, which of course will take some more time, and when we will have digested a little bit more all the important interventions which we have heard so far, we may come back to you with suggestions for further areas in which we believe that additional research would be helpful. So thank you very much. And this brings us to the end of the list of speakers, but not to our afternoon session, because I really think that it would be good to hear from each of you an opinion really on basically what states should prioritize in order to uphold the rights of children in relation to identity.
And I would like to add to the list of speakers, Tanya, who was with us this morning. I don't know whether she's still there, but she didn't have a chance to have some kind of concluding remark in relation to this question. So, but my first speaker would to answer this question would be Dainius. What are the priorities? What should states do in the first place to ensure, to uphold the right to identity? Dainius, you have the floor. You should unmute yourself. No, you are on the speaker phone of somebody else. Gisela should unmute herself. No, I'm afraid it doesn't work. Perhaps while we're waiting for the technical solution, can I then perhaps ask Tanya whether she wishes to add anything to say to her presentation of this morning in relation to this question of prioritization? Tanya? Thank you, Maud. I think it's actually probably not for me to be the one who decides on priorities, you know, and in the Council of Europe, it's always the parliamentarians and the Parliamentary Assembly who decide, or the ministers who decide in the Committee of Ministers. But I think that legislation is key. I think if you do not have legislation at national level, and if you always try to, you know, kind of bricoler something, try to arrange something just like that, it's never going to work. So I would plead for legislation as a priority. Thank you very much. Dainius, can you address us now? No, still not. It still doesn't work. Okay, there will be a solution at some point, but as Audrey and Arthur are still with us, I would like to, I had intended to ask Audrey what she believes are the shortcomings of the new bioethics law in France, which was adopted only in August, I think. But you have already in your presentation explained to what extent you believe that well, it's actually Arthur who explained more in detail what he thought were the shortcomings of the French legislation. So what I want to say to Audrey then, do you share the views of Arthur on the shortcomings of the French legislation? Can you unmute yourself? Non. On est satisfait pour les futurs donneurs. En fait, la nouvelle loi, donc la loi du 2 août 2021, prévoit que tout futur donneur devra accepter d'être identifiable aux 18 ans de l'enfance si celui-ci en fait la demande. Mais ce système va entrer en vigueur seulement à partir du 1er septembre 2022. Donc ça, c'est un premier regret. On aurait aimé que ce soit immédiat. Et surtout, en fait, à partir du 1er septembre 2022, on va continuer à concevoir des enfants avec des gamètes issus de l'ancien système, c'est-à-dire les donneurs qui auront donné sous couvert d'anonymat pourront rester indéfiniment anonymes s'ils le souhaitent, et on va continuer à concevoir des enfants avec des gamètes issus de ces anciennes cuves de gamètes, si je peux m'exprimer comme ça, jusqu'à temps que le nouveau stock soit totalement constitué.
Et ça, c'est quelque chose qui nous choque parce que à partir du moment où on considère qu'il y a un droit fondamental à connaître ses origines, ce droit ne doit pas varier selon le moment où on a été conçu. Et là, c'est finalement une question presque de comptabilité, de productivité qui fait qu'on va manquer de stock de gamètes. Voilà. Et puis surtout, pour les personnes issues de l'ancien stock, si le donneur est décédé, les personnes n'auront absolument aucun droit à la connaissance de leurs origines personnelles, puisque la loi prévoit que c'est seulement si le donneur, une fois contacté, donne son accord qu'on peut accéder soit à son identité, soit à des données non identifiantes. Et puis, effectivement, c'est ce qu'Arthur a développé, c'est qu'on aurait aimé que pour les anciens donneurs qui seraient craintifs, il n'y ait pas seulement un choix entre donner son identité ou ne rien donner du tout, mais que les donneurs qui souhaiteraient au moins donner leurs antécédents médicaux puissent le faire et qu'ils aient une possibilité de savoir à qui ils s'adressaient, parce qu'on peut comprendre leurs craintes, mais si on avait pu établir un contact de manière anonyme dans un premier temps, peut-être que ça les aurait mis en confiance et ça aurait permis cela. Donc, notre regret, c'est la date d'entrée en vigueur, le fait que pour les anciens donneurs décédés, rien n'a été mis en place et donc que les personnes issues d'un don ne puissent accéder à aucune information, et puis aussi que rien n'a été mis en place pour connaître les personnes issues du même donneur et que deux personnes élevées dans une même famille ne peuvent pas savoir s'ils sont issus du même donneur. Ça n'a pas du tout été pris en compte dans le cadre de la loi qui vient d'être votée. Thank you very much, Audrey. I have just a question for you. Is there a limit in time for the duration of gametes? Have they got a unlimited life time? Okay, it's not that after 10 years or so they are being destroyed. They are, okay, all right. Et même si le donneur est décédé, sauf, alors ça va changer dans le cadre de la future loi, si les futurs donneurs sont décédés, l'enfant pourra quand même connaître l'identité de son géniteur, mais le fait que le géniteur que le donneur soit décédé n'empêche pas l'utilisation de ces gamètes. Okay, well, thank you very much. And once again, we're looking forward to a judgment which is in favor of all your claims, and the sooner the better. Arthur, perhaps the question I would like to ask you is, you have seen also in the course of our exchanges, especially in this chat box, that there are very many different views on all these matters. And you have created this organization, Origins. How do you cater for all these different views? Je vous remercie de me poser cette question parce que ça fait 15 ans qu'on se la pose. Et il m'est arrivé une histoire tout à fait récente qui est très intéressante. J'étais en vacances en Bretagne et je reçois l'appel d'un donneur qui a fait un test ADN illégal. Mais il se trouve que c'est quelqu'un qui dirige un hôpital. Donc c'est quelqu'un qui a une conscience morale, médicale tout à fait établie, mais qui a aussi parfaitement conscience des limites de la loi française, et il a parfaitement compris que seuls les tests ADN permettraient aux personnes issues de son don de le retrouver. Et cet homme-là me pose une question très intéressante. Il me dit, Arthur, voilà, j'ai eu un match avec une femme, mais j'ai un problème parce que de mon côté, je sais que je suis le donneur de cette fille, mais elle, comment je dois la définir par rapport à moi? Est-ce que c'est ma fille? Est-ce que c'est la receveuse de mes gènes? Comment je dois l'appeler? Et je lui ai dit que selon moi, le terme le plus approprié, c'est simplement que cette personne est sa progéniture. Peut-être que le terme progéniture est le terme le plus approprié. Pourquoi? Parce que cette femme a déjà des parents. Elle est déjà la fille de son père et de sa mère, mais il n'y a pas de place pour être la fille de quelqu'un d'autre. Et c'est intéressant parce qu'il y a tout un questionnement autour de ce que les psychanalystes appellent le principe de réalité. Notre réalité à nous, conçue par PMA, c'est que nous avons un père, une mère et un géniteur et un donneur. Voilà. Et très souvent, on me pose la question de savoir comment j'appelle mon donneur. Puis je réponds, je l'appelle par son prénom, tout simplement. Il s'appelle Gérard.
Voilà. Yes, yeah, okay. Mais Merci. du coup, pour répondre à votre très précisément à votre question. Une seconde, il faudrait vraiment que j'insiste que personne n'écrit dans le chat box parce que tout ce que vous dites, ils ne sauront jamais le lire si Mia ne peut pas le traduire dans le chat box. Donc, c'est vraiment une invitation forte à l'adresse de tout le monde de ne pas occuper le chat box parce qu'on rate ce que dit Arthur, ce qui est très important. Pardon, allez-y. Donc, pour répondre à votre question, depuis 15 ans, on réfléchit au début, moi naïvement, quand je suis arrivé dans l'association, je disais père biologique, mais j'expliquais aussi que le terme père biologique est un terme qui a été problématique pour moi parce que je trouvais qu'on ne mettait pas le donneur à sa place. Et surtout, je n'avais pas envie qu'on fasse de l'ombre à mon propre père, qui lui d'ailleurs me dit Arthur, moi je suis très gêné qu'on dise qu'on parle de donneur alors que celui qui a tout donné, c'est moi. Je me suis levé la nuit, j'ai changé tes couches, je t'ai servi du jus d'orange le matin, j'ai passé ma main dans tes cheveux, je t'ai expliqué qu'il fallait se brosser les dents. C'est moi qui ai donné tout mon temps et je trouve très injuste qu'on dise donneur alors que c'est moi qui ai véritablement tout donné. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a eu un questionnement infini. Quand je dis donneur et que je conseille aux gens parfois de dire donneur, mon père n'est pas content. Quand je dis pas père biologique, il y a des gens qui sont pas contents. Et et voilà. Et donc moi, j'appelle mon donneur par son prénom. Je l'appelle Gérard. Ça me va très bien. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai un père, une mère et un donneur. Et chacun doit trouver sa place. Merci beaucoup. Thank you very much. I think that we are really getting close to the moment that I will have to ask you to accept that we have come to the end of our conversation this afternoon because time is up, almost. But I mean, if anyone wishes now to add any more comments to what we have heard from the speakers during this afternoon's panel, of course, there are still 10 minutes left. So if there is anyone who wishes to add something, Danius, can you speak now? Danius, do you want to come and sit here? Just sorry. Maud, we're going to let Danius come and sit in front of this computer because the other ones don't let him work. Yes. Sorry. She wants you to answer. Well, I do not have much to add. I think that we are witnesses and participants of very meaningful process, which is going on, and this is good news. And for this discourse is needed, exchange of knowledge and ideas is needed, and we are contributing to this. So many children are born in the world through these technologies, so that we, of course, this issue should be regulated, and the progress is visible. So it's about normative framework, and I think it's obvious that it's moving from what was protection of anonymity to protection of rights of children and adults who are donor conceived to know origins. And this I will not repeat what I told during presentation. It has to do with promotion of good mental health of people. For this, again, services should be adapted. I mean, different social and health services. More complicated, more challenging is the surrogacy issue, I think, morally, ethically, and so on. So this is also obvious, and the discussion should go on about this.
So safeguards, but most important are safeguards, human rights on the level of normative framework, and the good examples from at least some countries should be contagious, I hope, to other countries. And I think the very process is in on good track. So thank you. Thank you very much, Dainius. And I think Olga would, well, thank you very much. I was going to say that we are going to, of course, to have a substantial discussion tomorrow, in particular on surrogacy, which is a complex matter. But Olga, I would like to say something. Olga? Thank you, Maud. I think we need more and more discussions like that, because there is so much confusion generally with regard to assisted reproduction and the right of a child to have access to this information on the child's identity. There is so little understanding of all the underlying problems and the importance for the child. So I think it's our, in a way, mission. I'm sorry not to sound too modest, to provide education, to explain the importance of all these issues. Absolutely. Because we are really at the edge of very significant changes. And this case that I mentioned, that Committee on the Rights of the Child considered with this kind of a minor issue, but I think it's so hugely important that you include in the birth certificate a piece of information that gives the link to the child's origin, especially if all parties agree. So this is really, I would not go that far to argue that the committee was mistaken, no, but this is really something to think through. As an example, as a kind of a, not starting point, but something that can give some soil for thought. Thank you, Maud. I don't. Thank you, no, Olga. Yeah, thank you very much for pointing this out. And it is really the whole purpose of CHIP when we created this organization is to create more awareness about the importance of the right to identity. And not only that, we want to provide answers. And that's why the participation of all these experts today and those who have lived personally a story of donor conceived existence, I think that this we will certainly compile all this information. We will also try to make a summary of these discussions, because we are making little steps, and I think it's if we can contribute to better awareness and to promote regulation, to avoid that there is this legal vacuum, which is also not just a legal vacuum, but affects the very existence of everybody who has lived this personally. I think we will have made a little contribution, but we haven't finished. Certainly, it's only the beginning. States are waking up to the issue, but society has to evolve with it. Some countries are simply not willing to discuss it. Others are discussing it in a way that doesn't do justice to the right to identity. So I think we have a long way to go, but I'm very grateful for everybody who has today explained very clearly how important it is, and that it is a basic human right of every single child. So, but we will continue tomorrow. We will start at 1:15 Central European time. And we will deal specifically with the issue of surrogacy in the context of the child's right to identity. So I wish you a pleasant evening, good night, and see you tomorrow. Thanks for having attended. Bye-bye. Thank you.